Bon, j'ai été présentée. Moi, c'est Fanny Archambault. Je vois qu'il y a certains qui ont mis les caméras, donc c'est super. Ça me permet quand même de ne pas me sentir trop seule derrière mon ordinateur. Je vois même qu'il y a un public assez jeune. Je ne suis pas sûre que ça passe par contre pour le BTS à 3-4 ans, parce qu'effectivement, il y a quand même un minimum d'âge et le baccalauréat, ou alors elle est très précoce, cette enfant. Pour ma matière, moi, c'est la technique culinaire ou, maintenant on l'appelle l'activité technologique alimentation. Voilà, et moi, je reste en mode technique culinaire puisque, en gros, c'est quand même faire de la cuisine. En première année, donc, on fait de la cuisine, on voit à peu près tout, de la cuisine et de la pâtisserie, bien évidemment. Et ensuite, en deuxième année, on fait des cours de cuisine, mais qu'on adapte à des pathologies. Donc voilà. Donc là, pour le confinement, ce qu'on a décidé de faire, puisqu'on ne peut pas faire ces cours de cuisine en présentiel, ce que j'ai fait, c'est un petit programme de révision. Donc chaque jour, ils ont une préparation à faire à la maison. Et avant 16 heures, donc là, normalement, tout le monde est censé me l'avoir envoyé. J'ai beaucoup de mails à traiter après ce cours. Doit m'envoyer les photos et je fais un petit montage et je le partage sur le Facebook de l'école et sur l'Instagram de l'école. Donc, vous pouvez dès à présent, après le cours, hein, bien évidemment, aller regarder notre page pour voir un petit peu nos élèves, ce qu'ils font de bon pour ceux qui ne connaissent pas en tout cas, pour voir ce qui vous attend au BTS. Pour ceux qui donc je vais faire quand même plus le cours pour ceux qui ont fait les préparations et ça vous donnera un petit échantillon. Donc, ce que je vous propose, c'est que là, pour l'instant, on en est à la 3e semaine de révision. On va revoir les 2 premières semaines. Donc, je vais présenter ce qu'on a fait, ce que je vous ai fait en programme de révision. Et ensuite, je vais essayer de vous montrer, de vous dire un petit peu les points qui étaient importants de voir dans chacune des préparations, les points clés. Donc ça, souvent, je les ai repris de manière assez succincte. À chaque fois que je publie, je mets 3 ou 4 conseils. Et ensuite, il y a eu la semaine dernière, j'ai mis par exemple des conseils plus précis par préparation. Comme ça vous aide un petit peu, un peu plus. Et ensuite, j'ai sélectionné, donc pour les personnes qui sont là, ne vous sentez pas offusqués si vous voyez votre photo. J'ai toujours pris des photos, il n'y a pas le nom des personnes, c'est pour vous montrer la comparaison. Parce que le jour J, lors de l'examen, le jury va regarder toutes les préparations et on note aussi le visuel et le goût. Donc forcément, quand on va regarder toutes les préparations, il y en a qui vont plus nous attirer et celles qui vont plus nous attirer visuellement vont avoir le maximum de points. Donc c'est effectivement important de regarder un petit peu tout au long de l'année ce que font les autres et de prendre aussi des idées parce qu'on n'a pas tous le même esprit créatif, et de prendre des idées et se dire « Ah ouais, là, c'est sympa, je n'avais pas pensé les amandes effilées à les casser, ça fait une petite poudre d'amandes effilées » ou des choses comme ça pour essayer d'enrichir son visuel. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas ciblé, c'est pas pour dire ça c'est pas bien, ça c'est bien, c'est juste pour dire là effectivement ça m'a plus attiré moi visuellement, j'ai eu plus envie de manger ce plat que celui-là. Et puis après il y a des choses où le jury attend techniquement que ça ressemble à ça. Parce que, par exemple, si on est sur une blanquette de veau, ce qu'il va y avoir, le but, c'est pas qu'on ait on ait l'impression que la viande est dans de l'eau. Il faut qu'il y ait un aspect d'un peu de sauce quand même. Donc voilà. Alors, on va commencer par le premier programme. Alors, attendez, je l'ouvre sur mon ordinateur et après, je vous partage mon écran. Comme ça, ce sera plus simple peut-être. Je vais vous le dire déjà oralement. Donc, la première semaine, quand on a commencé, c'était donc le 6 avril. Ils avaient à faire, enfin vous aviez, parce qu'il y en a quand même une grosse partie qui sont là, qui ont fait tout ça. Donc, le premier jour, c'était blanquette de veau. Oui, on a commencé quand même assez hard au niveau du programme. Et ils sont forts, mes élèves, donc je n'ai pas de doute. Alors, donc, l'œuvre, c'était blanquette de veau. Alors, bien évidemment, on est en confinement, donc ça a été précisé qu'il pouvait y avoir une blanquette d'autre chose, une blanquette de bœuf. On faisait avec la viande qu'on avait. Hein. On ne va pas se ruer dans les supermarchés. Ensuite, donc, pour tout ça, pour toutes ces préparations, souvent,
Madame Bosque, elle vous a parlé de livrets de cuisine que vous aviez, que vous auriez, enfin, ceux qui sont élèves, que vous avez sur votre espace interactif, ceux qui seront élèves, que vous aurez. Donc, bon, moi, je les ai en format livre. Et donc, à chaque fois, quand ça existe sur ce livre, par exemple, je référence à une page. Bon, par exemple, là, ce n'est pas sur cette semaine-là, mais par exemple, les ragoûts de carottes. Et du coup, après, il y a la recette qui est présente, donc, quand c'est possible. Donc, ça, c'est pour la partie écrite. Et il y en a un autre plus petit où c'est illustré. Donc là, vous avez des images, laquelle je vais vous montrer. Je ne sais pas s'il n'y en a pas une qui est synthétisée. Tac, tac, tac. Ben voilà, la mayonnaise d'ailleurs, qui était à faire pour hier. Donc voilà, et là, comme ça, il y a les ingrédients et un petit peu les étapes illustrées. Donc, quand c'est possible, j'essaye de lier à ces documents-là. Après, sinon, pour la plupart de nos élèves, vous avez dans les recettes que j'ai données, c'est des recettes qui sont déjà tombées au BTS. Donc, vous avez normalement vos professeurs qui vont donner déjà des recettes. Donc, il y avait à faire la blanquette de veau. Le deuxième jour, c'est la pomme hérisson. Ensuite, c'était le gâteau de semoule. Après, il y avait le poisson papillote riz pilaf. Et en dernier, le potage Saint-Germain. Le potage Saint-Germain, c'est un potage à base de pois cassés. Donc, pour les élèves, je précise qu'il est important. Je ne vous avais pas précisé entre parenthèses, le jour J, ce n'est pas forcément quand on vous le présente, il n'y aura pas écrit potage Saint-Germain entre parenthèses pois cassés. C'est vous qui devez savoir que cette appellation veut dire que c'est à base de pois cassés. On ne vous le précisera pas forcément. Il n'y a que pour certaines sauces où il y a quelques années, ils précisaient entre parenthèses sauce chasseur, entre parenthèses, ils mettaient quelques ingrédients pour aider. Donc, voilà pour ça. Alors, on va reprendre. Il faut que je vous retrouve juste le document, 2 petites secondes. La blanquette de veau. Donc, je ne sais pas si tout le monde sait faire une blanquette de veau. En tout cas, beaucoup l'ont faite. Donc, c'était très bien pour la plupart. Il y a juste un petit effort de présentation qui serait à faire quand même. Et ensuite, il faut quand même avoir ce côté, comme je disais, il ne faut pas qu'on ait l'impression que ce soit du jus. Il faut qu'on ait l'impression un peu de texture. Donc, pour la blanquette de veau. Donc, le blanquette de veau, c'est du veau qui est cuit donc, dans de l'eau. Donc, c'est une cuisson à l'eau. C'est un plat qui mérite une cuisson longue. Donc, le jour du BTS, on a 2 à 3 préparations à faire. Donc, effectivement, c'est peut-être une cuisson, c'est peut-être un plat qu'on va commencer en premier. Ça dépendra si le dessert demande un temps de refroidissement qui sera long. Ça, ce sera adapté toujours. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire? Donc, par exemple, oui, effectivement, ça cuit dans son eau, enfin, ça cuit dans un bouillon. Donc, le veau ne sera pas forcément à surveiller toutes les 5 minutes. Si vous avez mis assez d'eau, vous pouvez faire cuire le veau et vaquer à d'autres occupations, continuer à faire les autres préparations. La viande doit être tendre. La sauce doit être un peu épaisse, surtout pas liquide, et on cherche une belle couleur de sauce parce qu'au final, quand même, on va ajouter des champignons qui vont colorer la sauce, un jaune d'œuf et de la crème. Donc, toute cette liaison va faire qu'il doit y avoir une belle couleur. Alors, pour l'œuf, je rappelle, parce que je le vois donc de nombreuses fois en TP avec mes élèves, donc je rappelle qu'on prend l'œuf, on ne le lave surtout pas, au cas où il y en a certains qui aient cette idée encore. Donc, on ne lave surtout pas l'œuf. Déjà, d'abord, on a la prise des denrées. Donc, je vous rappelle qu'à la prise des denrées, soit vous mettez sur votre main un papier film, vous savez, du papier sulfurisé, du papier transparent. Papier film, vous le mettez sur votre main, vous prenez l'œuf et vous le mettez dans un récipient. OK ? Et là, vous pouvez filmer. Et ensuite, vous n'êtes pas obligé de vous laver les mains puisque vous n'avez pas touché l'œuf, puisque les bactéries sont autour de l'œuf. Soit vous le prenez avec vos mains, vous le mettez dans le récipient, et là, vous ne le filmez pas de suite. Vous allez d'abord vous laver les mains, puisque si les bactéries sont sur l'œuf, on va imaginer que la bactérie, c'est représenté par de la poudre de cacao. Donc, si vous avez de la poudre de cacao sur les mains, elle va y rester. Ce n'est pas en posant l'œuf qu'elle va partir, la bactérie. Donc, on va d'abord se laver les mains et ensuite, on filme le récipient. Après, donc, quand on va devoir utiliser l'œuf, attention. Donc, l'œuf, il est dans un récipient.
Donc, ce que vous pouvez faire, c'est taper l'œuf sur ce récipient. Vous avez le droit. Par contre, on ne verse jamais un œuf dans le récipient dans lequel on l'a tapé. Donc, on tape sur un récipient, on le verse dans un autre. Ensuite, on ne rassemble pas la coquille sur l'œuf au cas où ça tombe à l'intérieur. Donc, on verse notre œuf, on prend notre œuf dans notre main, on prend notre verre sur lequel on a tapé l'œuf et on le met au sale, dans notre bac sale ou dans l'évier. On jette l'œuf et on va à nouveau se laver les mains. Ensuite, l'œuf, soit on l'utilise entièrement et là, pas de souci, soit on n'utilise que le jaune d'œuf, comme la blanquette de veau. Et dans ces cas-là, on prend une cuillère à soupe et on récupère le jaune d'œuf qu'on met dans un autre récipient. OK? Et ensuite, on filme tout ça. Donc, le but, c'est qu'effectivement, l'œuf ne soit pas contaminé. Et ensuite, le but, vous me diriez, par exemple, je fais une pâte à crêpes, j'ai mis ma farine. Quand ma farine est faite, j'ajoute l'œuf. Donc, je tape, si vous voulez, dans un autre verre et puis je le verse dedans. Oui, mais si, imaginons, votre œuf, il est pourri. Ça, vous ne pouvez pas le savoir d'aspect extérieur comme ça. Et ça m'est déjà arrivé des œufs qui étaient extra frais, qui soient pourris. Donc, je vous assure, ce n'est pas le but. Parce que si vous faites ça, vous allez avoir demandé au jury un œuf en plus et de la farine en plus. Donc, ça va vous enlever des points. Donc, effectivement, on le tape, on le verse dans un autre bol à part qu'on rajoutera ensuite à notre préparation. Donc, voilà pour l'œuf, qui est une grosse étape. Hein. Je le dis rapidement, on a l'impression que c'est hyper simple comme ça, mais il y en a toujours quelques-uns dans les groupes qui arrivent à se tromper et à oublier. Donc, ça, j'ai fait le rappel. Alors, je pense que je vais vous montrer à chaque fois de manière intermédiaire. J'enlèverai le partage à chaque fois. Je vais vous montrer deux photos de blanquettes. Donc là, partager l'écran. Pardon, il faut juste que je cherche parce qu'il me propose plusieurs choses. Ah, mince. Zoom a changé ses confidentialités. Il faut juste que j'accepte. Ah, mince. Ah, je ne pensais pas qu'il avait fait ça. Alors, mince. Ah si, c'est bon. C'est quand même possible. Ok, super. Donc, je vais vous montrer une première image de blanquette. Normalement, tout le monde la voit. La blanquette? Ouais, je vois que certains me disent. Ok, donc ça, c'est une première image de blanquette. Vous voyez, sur cette image, ce qui est positif, c'est qu'il y a un riz. Bon, souvent, c'est dressé avec le riz. Hein. On voit des morceaux de veau. Donc, c'est bien que le morceau soit des morceaux à peu près de taille identique pour que la cuisson soit identique. Il y a des morceaux de carottes qu'on arrive bien à voir. Il y a des petites herbes et il y a une sauce qui a l'air quand même assez épaisse en tout cas. Elle a de la matière. Donc cette assiette, c'est pas mal. Il y a des petites herbes de présentation sur le riz. Et en plus, la personne a rajouté un petit peu d'épices. Donc ça, c'est pas forcément obligatoire. Voilà, ça vous donne déjà une idée d'une première. Et ensuite, je vais vous montrer une autre blanquette. Donc celle-là. Et donc là, dans le problème de cette blanquette-là, c'est effectivement, bon, déjà les morceaux ne sont pas forcément identiques de viande. On voit bien par contre les champignons. Les carottes sont même mieux coupées ici parce que c'est plein de petites carottes, donc ça augmente la saveur. Donc ça, c'est très bien. Mais par contre, vous voyez que la sauce, elle est un petit peu liquide. Ça fait un peu trop jus. Et donc là, c'est pas forcément positif. Puisqu'on ne va pas rechercher, on ne va pas avoir ce goût, puisque normalement, il y a cette liaison au jaune d'œuf avec la crème qui amène une onctuosité dans la sauce. Donc, voilà pour ces deux-là. Ensuite, on passe à la suite, parce que si on passe autant de temps sur chacune, je ne suis pas sûre d'arriver au bout des 1 heure. Après, c'était donc, je pense, la pomme hérisson. Alors, la pomme hérisson, c'est un fruit poché, mais qui doit ressembler à un hérisson. À la base, c'est souvent pour les enfants, pour leur faire manger des fruits. Donc, on va avoir la pomme en entier qu'on va couper en deux.
Et donc, sur la pomme, on va mettre, quand elle sera cuite, on va mettre avec des raisins secs, 2 yeux, un nez sur chaque pomme. Et avec des amandes effilées, on va mettre les pics de manière à ce que ça fasse un hérisson. Donc, à ce niveau-là, il faut essayer. Donc, il faut déjà qu'il y ait un sirop, une décoration qui donne envie, puisqu'on se base sur des enfants. Enfin, après, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, quand on associe à la pomme hérisson, quand c'est dans un thème d'un BTS, c'est souvent pour des enfants. Donc, il faut leur donner envie, les intriguer dans ce fruit, qui se voit limite plus le fruit, en fait. Il est important de respecter la marche en avant des végétaux. Donc, au niveau de la marche en avant des végétaux, je vous rappelle qu'il le faut à la prise des denrées, donc ce qui se fait toujours au début du TP quand vous avez rendu votre bon de commande le jour J. Vous allez prendre donc la pomme et vous allez la passer sous l'eau, d'accord? Comme ça, vous la lavez et ensuite vous la mettez dans un récipient filmé. Ensuite, vous allez commencer votre cuisine. Et là, à nouveau, soit vous pouvez la relaver en fonction si vous ne l'avez pas très bien lavée. En général, je dis à mes élèves de plus la relaver si le jury n'a pas vu qu'à la prise des denrées, vous l'aviez lavée pour bien montrer qu'il y a eu cette marche en avant qui a été respectée. Quand ça a été lavé, je reprends toujours l'exemple de ma poudre de cacao. Imaginons il y a du cacao tout autour de ma pomme. Si je la passe sous l'eau, il n'y a plus de cacao. On est bien d'accord. Le cacao est parti dans l'eau. Donc, ma pomme n'a plus les bactéries. Et donc, normalement, si je l'épluche, comme il n'y a plus de poudre de cacao, il n'y a plus besoin de la relaver après ça. Et c'est même mieux souvent pour les légumes parce que si on épluche et qu'on relave, souvent, le légume ou le fruit va se gorger d'eau, ce qui ne va pas être très bon au final. Gustativement, hein, je ne parle pas au niveau nutritionnel ni santé. Ensuite, donc, on épluche la pomme. Et donc, elle est nickel. Bon, là, à ce moment-là, il ne faut pas oublier de la citronner pour tout ce qui est pommes, poires, champignons. Dès qu'on coupe, on citronne. Ça, il faut toujours y penser. Donc, votre marche en avant, là, elle est nickel. Ah oui, si, quand même. Je précise, parce que ça est déjà arrivé, on n'épluche pas comme à la maison, certains le font, d'éplucher au-dessus de la poubelle, hein, bien évidemment. On prend une assiette creuse et on épluche sur l'assiette creuse. Ensuite, on pose notre pomme toute bien dans une autre assiette. On vide notre assiette des déchets, on la met au sale. Et après, pour la couper en deux, on la met sur notre planche à découper. On la vide à l'intérieur. Alors, des fois, on peut prendre, comment ça s'appelle, un truc pomme, là. Et quelqu'un aidez-moi. Vous voyez le petit truc avec la pomme pour que le tire-pomme... Vide-pomme. Le vide-pomme. Merci. Merci Floriane. Donc le vide-pomme, donc vous le prenez. Si vous n'en avez pas, voilà, il faut faire très attention pour la pomme hérisson, effectivement, puisqu'il faut que ce soit joli. Donc sinon, on fait doucement avec un couteau, mais ne prenez pas la pomme dans votre main, le couteau comme ça, prêt à enlever et à vous enfoncer le couteau dans la main. Ok? On essaye d'éviter. Puis on essaye d'éviter que la pomme se casse en deux aussi, puisqu'elle est déjà en deux, on ne la veut pas en quatre. Donc, on vide tout ça, pareil, on met au sale et après, on met notre assiette bien au frais. Donc, on ne laisse rien sur une planche à découper. Une planche à découper n'est qu'un état transitoire pour découper, comme son nom l'indique. Donc, évidemment, mes élèves le savent, ça m'énerve énormément quand ils laissent plus d'une minute qu'ils ont fini de découper quelque chose et qu'ils laissent sur la planche à découper. On ne laisse surtout pas sur la planche à découper. C'est pour ça qu'on a une assiette pour ses déchets, la planche à découper pour découper et une assiette pour mettre les choses découpées pour les débarrasser. Donc, voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire sur la pomme hérisson? Ah oui, je l'avais écrit, le vide-pomme. On met l'intérieur de la pomme, ça je vous l'ai dit. Ah oui, et par contre, pour la cuisson, ce qui est bien de faire, c'est de cuire la pomme, d'abord le côté bombé, puisque ce sera le plus long à cuire, et ensuite le côté de l'autre côté. Et par contre, pour vérifier la cuisson de la pomme, bien évidemment, alors pour la pomme hérisson, ce n'est pas très dérangeant si on plante un couteau, puisqu'après, finalement, on va mettre nos petites amandes effilées, donc on ne verra pas. Mais si par exemple, vous faites juste une pomme pochée avec une sauce chocolat, si en plein milieu de votre pomme, on voit que vous avez planté votre couteau, ce ne sera pas très joli non plus. Donc, on essaye de, quand on veut vérifier la cuisson, on prend un écumoire, on retourne à la limite la pomme et au milieu, on plante le couteau, donc du coup face interne qui sera caché sur l'assiette et on vérifie la cuisson. Donc voilà pour la pomme.
Alors, j'aurais bien aimé vous montrer des fois 2 pommes en même temps, mais il ne veut pas que je vous montre les 2 pommes en même temps. Alors, attendez, je réouvre. Donc, les photos de la pomme hérisson. Donc là, j'en ai 2. Ah oui, peut-être si je fais comme ça. Je vais sélectionner les 2. Voilà, parfait. Et maintenant, partager l'écran. Aperçu, voilà. Partager. Voilà, donc là, vous avez la pomme hérisson. Ça, c'est une première pomme hérisson. Donc, bon, il y a les amandes effilées. Ce qu'il faut faire attention avec les amandes effilées, et je pense que plus d'un des élèves s'est fait prendre, c'est que si on les fait, on dit, oh, c'est trop long, je vais mettre le feu plus fort, et bien souvent, on les fait cramer et on ne laisse jamais des amandes effilées continuer à. Enfin, on ne les laisse jamais dans la poêle, sinon ça continue de cuire et au bout d'un moment, ça peut cramer. Donc, dès que c'est cuit un peu les amandes effilées, que ça a doré, hop, on les met dans un récipient à part. Donc, sur cette pomme hérisson, bon, le problème, mais ça va être sur les 2 pommes hérissons, c'est qu'il n'y a qu'une moitié. Alors que normalement, c'est un fruit qu'on ne mange, pas la moitié d'un fruit. Donc, on met les 2 portions. Ensuite, bon, les amandes effilées ne sont pas hyper bien mis, mais bon, le jour J, vous pouvez manquer de temps. On peut comprendre. Par contre, ce qui nous manque, c'est surtout les yeux et la bouche de ce hérisson. Ce n'est pas un véritable hérisson. Donc ça, c'est dérangeant. Et ensuite, voilà, il y aura un peu de sirop. Donc, quand vous avez fait cuire votre pomme, en fait, ensuite, vous allez réduire l'eau de cuisson pour que ça fasse un sirop. Donc, il doit rester, allez, on va dire 3 bonnes cuillères à soupe. Là, il y en a un petit peu plus. Donc, on a l'impression que cet hérisson, il est dans une mare, ce qui n'est pas le but. Donc, il faut un peu de sirop, mais pas trop. Et ensuite, cette pomme hérisson, donc là, la personne, ben, elle n'avait peut-être pas de raisin sec puisqu'on est en confinement, mais du coup, elle s'est débrouillée avec des amandes effilées et elle a essayé de mettre des petites amandes effilées au niveau du nez et des yeux du hérisson. Donc ça, c'est très bien. Les amandes, pour moi, je pense qu'elles sont un petit peu trop cuites, elles sont un petit peu trop dorées. Par contre, là, elles sont un petit peu mieux organisées quand même au niveau de la disposition. Et en plus, la personne, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a broyé du coup les amandes effilées, ce qui a fait un petit cercle autour, ce qui fait quand même qui donne un petit effet supplémentaire. C'est juste pour affiner votre sens critique pour vos futures préparations, pour que vous compreniez que forcément le jour J, le jury va regarder toutes les préparations et bien forcément celui qui va plus attirer l'œil aura plus de points que si vous avez moins attiré l'œil. Donc, voilà pour la pomme hérisson. Ensuite, qu'est-ce que vous avez fait de beau déjà, les élèves? Il faut que je retrouve. Après la pomme hérisson, c'était le gâteau de semoule. Alors, le gâteau de semoule, c'est souvent pour les personnes âgées. Donc, le gâteau de semoule, c'est comme le gâteau de riz. Souvent, c'est plus connu en supermarché, on en trouve. Hein. Donc, c'est une semoule qui cuit dans du lait. Et la différence, donc une semoule au lait, c'est que du lait avec de la semoule. Attendez, est-ce qu'il y aurait un des élèves qui pourrait me dire la différence entre le gâteau de semoule et la semoule au lait, peut-être? Il y en aurait peut-être un qui aurait envie de participer. Le gâteau de semoule, il y a un œuf. Ah, il n'y a pas que l'œuf, Marion. Il y a des raisins caramel en plus. Tout à fait, raisin sec et caramel. Très bien. Donc voilà, donc la semoule au lait, c'est que de la semoule avec du lait et souvent quand même de la vanille, enfin une petite arôme en plus ou de la cannelle. Et dans le gâteau de semoule, donc c'est souvent ce qui peut être privilégié sur un sujet de BTS parce que c'est souvent pour les personnes âgées et il y a une dénutrition, donc un manque de protéines. Alors avec le gâteau de semoule, ce qu'on a en plus, c'est l'œuf. Bon, les raisins secs, et ça rajoutera rien. Et le caramel non plus, mais ça ajoutera un peu gustativement quand même. Donc voilà pour la différence, vous le savez. Donc c'est gâteau de semoule, un œuf, un caramel et des raisins secs en plus. Souvent les raisins secs, d'ailleurs, on propose de les tremper au début du TP dans un peu d'eau tiède et de rhum. Comme ça, on est sûr que les personnes âgées sont contentes. Après, et là, oui, la cuisson aussi. La cuisson, c'est quoi la différence entre les deux? Mes petits élèves diète 1 et diète 2. Ou mes non-élèves, hein, mes élèves d'Adonis. Le gâteau, il est au four. Hein. Il est au bain-marie. Au bain-marie au four. Bain-marie au four, tout à fait. Je vois qu'il y en a qui l'écrivent aussi, un bain-marie. Voilà, donc la semoule au lait, on fait cuire la semoule dans du lait et ensuite, hop, on ne s'embête pas. On essaye de bien lisser parce qu'après, ça va figer et on met au frais. Alors que par contre, le gâteau de semoule, on le met dans un bain-marie et on le met au four à cuire.
Et ensuite, effectivement, aussi la différence, c'est que la semoule au lait, attendez que je ne me trompe pas, mais je ne pense pas, hein, la semoule au lait, on ne la démoule pas, alors que le gâteau de semoule, on le démoule. Oui. C'est bien. Bon, vous n'avez pas tout dit toutes les différences, mais vous en êtes bien sortis. Oui, Solène? Et on filme au contact. Tout à fait, pour le gâteau de semoule, pour la semoule au lait, tout à fait. Effectivement, et pour la crème pâtissière, tout ce qui est à base de lait, souvent on filme au contact. Sinon, ça va créer une petite couche si vous mettez... je vais vous prendre ma bougie. Si vous mettez le film au-dessus comme ça, il va y avoir une petite croûte qui va se créer sur le gâteau de semoule, la crème pâtissière. Alors que si vous filmez au contact, il n'y aura pas cette petite croûte qui, gustativement, ne sera pas forcément agréable. Surtout que le gâteau de semoule, vous n'allez pas le mélanger. La crème pâtissière, des fois, on peut feinter et un peu la mélanger si vous oubliez. Donc, il y avait ça. Donc, effectivement, pour le gâteau de semoule, la question de l'œuf revient à nouveau. Mais ça, je vous l'ai expliqué, je ne vais pas revenir là-dessus. Et effectivement, ce qu'on n'oublie pas, et ce qui est souvent oublié quand on est au BTS, c'est qu'il est bien de prendre son annexe 2 et de vérifier dans l'annexe 2 toutes les denrées. Alors, pour ceux qui n'ont pas fait encore le BTS, vous comprendrez après, c'est pas très grave. Mais de bien checker sur l'annexe 2 et voir ce qui peut nous servir en décoration. Vous manquez souvent d'idées sur une décoration. Un gâteau de semoule, vous le retournez, ok, super, c'est pas ouf quand même. Si vous pouvez prévoir, déjà de prévoir, bon, ça rajoutera du sucre, mais un peu de sucre glace ou un peu de cacao en poudre. Alors, la liste n'est pas hyper exhaustive hein, au BTS. Vous n'avez pas les vermicelles de couleurs, enfin, ne vous emballez pas non plus. Mais quand même, avec le peu de choses que vous avez, vous pouvez réussir à faire une décoration, ce qui fait que du coup, ça ajoutera des petits points. Le jury sera aussi attiré par ça. Donc, maintenant, je vais vous montrer les gâteaux de semoule que j'avais en réserve. Alors, voilà, vous avez un premier gâteau de semoule qui est pas mal. Il a une forme originale. Il y a des petites amandes effilées qui ont été mis au-dessus. On voit que là, il y a eu de la confiture. Ça fait partie de l'annexe 2. Il y a toujours de la confiture. Donc, c'est pas mal. Ça ajoute un petit contraste de couleur qui est intéressant. Alors là, c'est pas niveau décoration, c'est pas mal. C'est plus niveau aspect. On se rend bien compte, là, au niveau de l'aspect, que ce gâteau de semoule, il a été un petit peu trop cuit. Alors, ce n'est pas forcément la cuisson au four qui a fait ça. C'est peut-être des fois quand on met la semoule dans le lait, le feu était un petit peu trop chaud, et donc la semoule a vite bu le lait ou le lait s'est évaporé. Et donc, ce qui fait que gustativement, à la fin, ce sera un petit peu pâteux. Donc, c'était pour ça que je voulais vous le montrer. Après, on voit bien qu'il y a un petit raisin sec qui se balade. Et ensuite, une autre présentation. Donc là, on voit déjà que le caramel, on voit qu'il est, on le voit un petit peu, il y a sur certaines parties, on peut voir qu'il est encore liquide. Donc, ce qui veut dire que ça va être un peu moins cuit, donc plus agréable gustativement dans la bouche. Après, la décoration est assez simple. Là, ce qui fait le plus, c'est surtout le contraste de couleurs avec une belle assiette comme ça. Le jour J, je ne suis pas sûre que vous ayez un aussi beau service de vaisselle. Là, à la maison, ils se font plaisir, les élèves. Mais voilà. Mais en tout cas, il y a quand même eu un petit effort. Il y a quelques amandes, c'est bien disposé. Voilà. Alors, ce que je rappelle, d'ailleurs, maintenant que j'y pense, quand on dispose les amandes, je rappelle à tous mes élèves et mes non-élèves, enfin tous les élèves d'Adonis, que quand on met un aliment décoration d'ailleurs, on ne met que des choses en décoration qui ne se mangent, c'est-à-dire qui se mangent. Donc, on ne met pas de feuilles de laurier, par exemple. On sera pour un plat autre, hein, mais on ne met pas de feuilles de laurier parce que le laurier ne se mange pas. On ne met que des choses qui se mangent. Le citron est toléré malgré qu'on ne mangera pas le tour du citron, mais souvent on utilisera le jus du citron. Donc ça sera toléré. Et ensuite, quand on va mettre les éléments sur le gâteau, on a le droit de toucher certaines fois, bon, on doit avoir les mains propres quand même, on a le droit de toucher certaines denrées avec les mains quand après elles vont être cuites. Quand ça va être cuit. Là, le problème, c'est que les amandes effilées ont été cuites et on va les poser. Donc, on doit bien montrer au jury qu'on se lave les mains avant, on ne touche rien d'autre, on prend ces amandes et on les pose. On ne touche pas un tiroir, une fourchette, rien. On se lave les mains, on les pose. Sinon, on se lave les mains, on met une paire de gants, on met nos amandes, mais on ne toucherait non plus avec une paire de gants. Attention, ça n'émunise pas des bactéries, les paires de gants.
on met la paire de gants, on pose nos amandes, on enlève nos gants et c'est bon. Ok, donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez intervenir quand même. Je dis beaucoup de choses, mais... alors, vous avez posé des petites questions. À chaud, il n'y a pas un problème avec le plastique? Je pense que c'était pour la semoule au lait filmée au contact qu'il y avait eu cette question. Alors, là, c'est pas tout à fait chaud quand même. Après, ce sera pas je peux comprendre votre réaction avec le bisphénol et tout, mais là, franchement, c'est pas énorme. Il y aura pas, le film ne va pas se dilater. La chaleur, c'est, on va dire, aller à 63, 65 degrés, pas plus. On n'est pas au-dessus des 100 degrés, hein. On va filmer au contact et on va mettre dans un bain marée froid, ce qui va redescendre la température. Donc à ce niveau-là, non, il n'y a pas de souci. Pour être un élève d'Adonis, il faut s'inscrire dès qu'on a les résultats du bac. Alors pour ces questions, moi je suis dans ma matière, donc pour ces questions-là, n'hésitez pas à attendre la fin de mon cours où il y aura Madame Boss qui reviendra et là elle vous expliquera toute la partie administrative qui, je vous avoue, ne me concerne pas. Mais gardez bien votre question pour lui demander tout à l'heure. Allez, ensuite, on avait... Donc, il devait faire un poisson papillote avec un riz pilaf. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer ce qu'est le riz pilaf? C'est du riz cuit avec un peu d'eau. Non, dans l'huile, pardon. Okay. On met des oignons et de l'huile. Des herbes aromatiques et Donc, on nacre. on nacre le riz, voilà, c'est ça. Et après, on met un peu de liquide. Voilà, tout à fait. Mais on en met moins que dans le riz créole, qui le riz créole, c'est une cuisson à l'eau comme des pâtes. Donc, on en met moins, on en met une fois et demie à peu près. Bon, ça peut dépendre si votre feu est fort, on peut en rajouter. Mais c'est d'abord le but que le riz soit nacré dans de l'huile et ensuite on rajoute, qui va augmenter les saveurs forcément. Et ensuite, on rajoutera l'eau. Et c'est une cuisson à couvert aussi. Est-ce que le contrôle... Oui, façon risotto. Alors, attendez. Cuit dans l'huile, puis 3 fois son volume. Alors, ça peut dépendre, effectivement, Sophie, au niveau. Ça, c'était bon. Façon risotto à se marier, tout à fait. Marine, est-ce que le contrôle continu s'applique pour la cuisine où l'épreuve est maintenue? Je ne sais pas si vous êtes au courant en tant que prof. Pour l'instant, si vous avez effectivement... Alors, ça, c'est plus administratif, mais je vais quand même vous répondre. Pour le moment, effectivement, on est sur du contrôle continu. Donc, si à la fin, après votre conseil de classe, les profs vous disent que vous avez votre BTS, vous ne passerez pas les épreuves. Par contre, pour ceux qui n'ont pas leur BTS par ce contrôle continu, vous passerez l'épreuve. Donc oui, elle fait partie, c'est tout qui est en contrôle continu, c'est toutes les matières du BTS qui sont en contrôle continu. Exception pour le mémoire, je ne sais pas si on a eu des nouvelles avec les stages. Ça, vous poserez la question à Corinne Bosque, peut-être qu'elle le sait. Ok, donc le riz pilaf, on en a parlé. Donc maintenant, le riz, je vais vous montrer 2 riz pour que vous voyez la différence. Donc poisson papillote, ah non, j'en avais pris 3 même. Tac. Alors, voilà pour le riz. Donc là, il y a un premier poisson avec son riz. Donc là, c'est un saumon. Donc le citron, on peut l'ajouter avant de faire cuire au four, soit après. Ça, c'est vous décidez comme vous voulez. Il y a eu une petite sauce blanche qui a été ajoutée. Ça, c'était pas demandé, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Et du riz, par contre, là, le riz n'était pas pilaf. Ce n'est pas la couleur du riz pilaf. On voit de suite que c'est un riz créole, donc un riz cuit à l'eau. Donc là, la seule chose qu'il ne faut pas faire comme dans cette assiette, c'est enlever le papier du poisson papillote. On laisse, dans ce cas-là, on laisse toujours la papillote puisque le but, c'est de présenter un poisson papillote. Donc, on est obligé de montrer le papier pour montrer que ça a bien cuit dans une papillote. Donc, c'est le cas, par exemple, dans cette papillote-là. Donc, ce que souvent je dis à mes élèves de faire, c'est de faire une papillote avec du papier sulfurisé,
et en dessous du papier aluminium. Pas d'aliments en contact avec l'aluminium, mais au moins l'aluminium permet de bien fermer la papillote pour que c'est une cuisson un petit peu étouffée, pour que le poisson cuise et qu'il ne soit pas sec surtout. Donc là, le seul truc, c'est que ça a été mis avec du concentré de tomate, pas une rondelle de tomate. Donc effectivement, au niveau du papier, c'est un petit peu sale à l'intérieur et ça fait pas une magnifique présentation. Mais c'est pas très grave. Le plus important, par contre, c'est qu'il ne faut pas dresser. Donc là, le riz, je pense qu'il est bien pilaf. Il ne faut pas dresser le riz à part. Ce n'est pas du tout pratique de manger dans un petit verre le riz et on sert bien dans une seule et même assiette. Ça, c'est important de faire attention à ça. Par contre, vous pouvez tout à fait utiliser un verre pour bien tasser votre riz et le retourner pour que ça fasse comme avec un cercle de présentation, ce qui fait très joli au niveau d'une présentation finale. Et ensuite, ce poisson-là, voilà, donc là, il est très bien présenté. Vous voyez, avec un cercle de présentation ou un verre, ça a été mis. Et ensuite, on voit bien la papillote. Je vois juste qu'il y en a qui ont écrit... Il est écrit dans la recette de la blanquette pour une personne, 1/6 de jaune d'œuf. Comment faire un jour d'examen si on doit réaliser une recette pour une personne Non, mais 1/6, c'est un peu beaucoup quand même. Non, on va dire... Moi, en général, il faut compter pour tout ce qui est pâtisserie et tout. En général, on compte plutôt un œuf pour 2 à 3 personnes. Donc, vous allez... Le jury, il ne va pas compter les grammages. Je vous rassure. Il ne va pas faire 20 divisé par 6, parce qu'un jaune d'œuf, ça pèse 20 grammes. Ah oui, non, là, vous n'êtes pas bon. Vous avez dépassé. Non, non, mais à peu près. Ne vous inquiétez pas. Le stage de cuisine qui devait avoir lieu il y a 2 semaines pour les élèves à distance va-t-il être reporté? Encore une fois, ces questions, gardez-les. Elle ne les verra peut-être pas forcément, Corinne Bosque, donc il faudra les réécrire quand elle reviendra à la fin de notre session, parce que moi, je ne gère pas du tout ça. Donc, on a fait ça. Ah, il y a une autre question que j'ai vue. Peut-on présenter la papillote avec l'aluminium plus papier cuisson ou faut-il retirer l'aluminium? Alors, l'aluminium, je trouve que ça fait pas très joli. Le papier cuisson, déjà, c'est pas ouf souvent quand même en présentation, mais il faut le laisser. Alors là, si vous me laissez l'aluminium aussi, non, non. C'est vraiment, l'aluminium, c'est pour éviter aussi si jamais, comme normalement votre papillote est bien fermée, il y a un effet de condensation. En fait, des fois, ça peut lâcher le poisson. Et si c'est pour attraper le poisson dans le four et qu'il vous tombe, je n'imagine pas votre tête le jour du BTS. Non, non, non. Et puis, vous essayez d'enlever d'abord l'aluminium, vous le jetez et vous entrouvrez un peu votre poisson papillote pour que le jury voit votre poisson. Puis vous aussi pour vérifier la cuisson, bien évidemment. La question sur le jaune d'œuf, car quand je l'ai réalisé pour 2 à la maison avec un jaune d'œuf, résultat, sauce jaune, pas très présentable. J'ai pas compris. Quand je l'ai présenté pour 2 à la maison avec un jaune d'œuf, sauce jaune, pas très présentable. Normalement, il y a de la crème, donc ça ne doit pas être très jaune. Hein. Un jaune d'œuf pour 2, moi, ça ne me choque pas plus que ça. Donc, voilà, c'était vraiment un gros œuf, mais j'ai jamais vu, enfin, en tout cas, dans mes années d'expérience, mes élèves qui ont fait des blanquettes, j'ai jamais vu une blanquette où la sauce, elle était très, très jaune. Donc, à part s'ils avaient mis du curry, mais non, sinon, ça me... Enfin, je sais pas si je réponds à votre question, parce que je vois pas très... Je trouve ça un petit peu étonnant que ça vous ait fait une sauce très jaune. Si je peux me permettre, je crois que c'est parce qu'elle disait qu'elle a mis un jaune d'œuf entier pour une recette pour 2 personnes. En fait, Oui. elle aurait peut-être dû au moins prendre que la moitié du jaune d'œuf. Je sais pas. Non, puisque j'ai dit qu'une moitié, c'était pour une personne, donc un entier Ah pour oui, une voilà. pas dérangeant. Non. Donc, c'était peut-être un jaune... Enfin, peut-être que c'était un œuf de poule frais, vraiment de son jardin ou quoi. Du coup, c'est plus orange que les jaunes qu'on trouve dans le commerce. Peut-être, effectivement. Ensuite, on passe à la dernière recette qu'il y avait à faire pour la première semaine, donc le potage Saint-Germain. Donc, c'est un potage effectivement aussi un peu plus souvent pour les personnes âgées, mais ça peut être aussi un potage qui peut être intéressant pour les personnes végétariennes, puisque c'est des légumineuses. Dans le même style, avec des légumineuses, il y a le potage qu'on appelle ESAU, E-S-A-U-tréma. Donc ça, c'est à base de lentilles. C'est pareil, le jour J, on ne vous écrira pas potage ESAU entre parenthèses de lentilles. Non, vous êtes censé savoir que le potage ESAU, c'est à base de lentilles. Donc, lentilles, ce potage est une cuisson longue, forcément, puisque c'est des légumes secs. Le jour J, si vous ne vous rappelez pas,
Et puis en plus, ça peut être différent puisque maintenant, il y a quand même au niveau des industriels, il y a beaucoup de choses qui changent d'un paquet à un autre. Vous regardez lors de la prise des denrées combien de temps dure la cuisson de ce riz ou de ces pois cassés. Ça peut vraiment varier. Donc, n'oubliez pas de regarder combien de temps il faut, puisque au final, vous allez devoir mixer. Si vos légumes secs ne sont pas assez cuits, le problème, c'est que quand vous allez mixer, il va y avoir, ça ne va pas pouvoir, la peau qui entoure les légumineuses ne va pas bien se mixer et du coup, visuellement, des fois, on va voir des petits résidus de peau et en plus, gustativement, quand on va le goûter, on va voir des petits, plein de petits morceaux, quoi. Je ne sais pas à quoi vous le comparez, mais en bouche, ce ne sera pas très agréable, quoi. Et ensuite, donc le mieux, voilà, c'est d'avoir quelque chose d'homogène. Et par contre, on peut gagner du temps. Effectivement, si le jour J, vous avez des préparations qui sont longues et donc potage, vous pouvez gagner du temps en faisant une cuisson en autocuiseur. Il faut juste faire attention au autocuiseur de mettre assez d'eau. Pas trop non plus pour pas diluer les saveurs, mais assez pour pas que forcément, si votre soupape tourne trop fort, qu'il y ait toute la vapeur de l'eau qui parte et que du coup, vos pois cassés soient cramés. Mais bon, ça, c'est aussi savoir gérer un autocuiseur. C'est ce qu'on apprend quand même aussi en cours de cuisine. Voilà. Et ensuite, donc, je vais vous montrer des potages différents. Je vais juste regarder parce que j'ai vu qu'il y avait des petites questions. Donc ça, c'est bon. C'est une recette par jour qu'il faut faire. Oui, tout à fait. C'est une recette par jour. Alors sûrement qu'en mai, donc la semaine prochaine, il y aura encore des recettes par jour. Mais effectivement, en mai, on va peut-être un petit peu ralentir quand même pour que ce soit un peu moins souvent parce que ça fait quand même un rythme important. Surtout que les élèves, ils ont des cours en plus à côté. Même si je dis des fois de préparer la veille, donc pour le soir, comme ça peut servir en repas de soir et me l'envoyer le soir même pour le lendemain, mais ça peut demander un peu de temps quand même. Combien y a-t-il de recettes à connaître par cœur? Pour le BTS, faut-il connaître toutes les recettes par cœur? Oui, effectivement, il faut connaître les recettes par cœur. Alors après, les recettes, ça va aller vite. Vous allez voir qu'en deuxième année, même en première année, vous allez commencer un petit peu les rations. Donc, vous allez savoir à peu près, c'est toujours à peu près les mêmes choses. Quand c'est une blanquette, un ragoût, est-ce que ça fait 150, 180 de viande? Voilà, petit à petit, on commence à s'habituer. Est-ce qu'il y a un élève plutôt de deuxième année, parce que première année, ça semble beaucoup, peut-être de deuxième année qui aimerait dire par rapport aux recettes, si finalement vous avez trouvé au bout d'un moment que finalement ça s'assimile assez facilement ou vous voulez faire peur à tout le monde? Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole ou vous les laissez seuls? Bon, mais apparemment... Je vais parler si vous voulez. Oui, allez-y. C'est vrai qu'en première année, on a l'impression qu'il y a énormément de recettes et on a l'impression que c'est chaque fois une recette différente, qu'on n'arrivera jamais à les retenir. Mais en fait, on se rend vite compte que c'est toujours les mêmes grammages pour les entrées. Il faut 150 pour une entrée en grammage. Pour un plat, il faut autant de viande, autant de légumes. Et donc après, on fait des liens et puis on voit que les recettes ne sont pas si différentes les unes des autres. En fait. On arrive à faire des liens et au final ça s'apprend rapidement. Puis comme on manipule toutes les semaines et tout ça, finalement ça va. On s'y fait. Effectivement, donc il y en a qui ont dit oui, mais alors Carrie a dit c'est souvent les mêmes quantités qui reviennent, effectivement. Après, il y a Cécile qui a dit pour moi c'est difficile tout de même. Il y a eu des personnes quand même où ça a été difficile, des personnes qui cuisinent beaucoup, qui cuisinent plutôt pour 4 ou pour 6, et du coup de diviser, parce qu'on cuisine toujours pour une personne, ça a aussi été difficile de se rendre compte des quantités, souvent pour beaucoup. Ça, il faut le savoir. Oui, on arrive à mémoriser, surtout si on est en charge de la cuisine à la maison. Oui, effectivement, comme je dis, souvent, quand vous avez vos recettes que je vous donne, j'en donne plusieurs. Et c'est vrai que c'est bien de se baser là-dessus. C'est ce que moi, d'ailleurs, je faisais quand j'étais étudiante, c'était de me baser sur ça, de prendre mes recettes et de dire, bon, alors, cette semaine, je dois faire des repas. Donc, je note mes repas en fonction de mes recettes, je fais ma liste de courses. Et comme ça entraîne, puisqu'effectivement, vous allez avoir une mémoire plus visuelle et plus vous rendre compte des choses aussi. Au total, ça fait combien de recettes? Attendez, par contre, je vais juste couper le micro de quelqu'un parce que sinon, c'est pas du tout agréable
pour vous. Alors, je ne sais pas où est cette personne. Ah oui, bon. Voilà, c'est Alexandra que je viens de muter. Donc, effectivement, en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas le référentiel, quand on vous l'explique au BTS, c'est assez vaste. Et par exemple, il va y avoir dans le référentiel qu'on doit vous apprendre les farces. Voilà, donc les farces, c'était très vaste, les farces. Ça va de la tomate farcie à la farce plutôt végétarienne, donc à base de champignons, ça peut être de tofu. Donc, c'est assez vaste quand même à tous les niveaux. Donc, vous devez avoir des notions. Donc, effectivement, je vais vous donner des recettes qui vont être assez larges. L'année où je suis tombée, c'était par exemple un ragoût de porc sucré-salé. Je ne l'avais jamais fait en TP, moi. Donc, par exemple, j'ai appris sur le moment à faire comme ça avec le sucré-salé, avec ce que j'avais. C'était des bananes, de l'ananas et des pommes, je crois. Donc, moi, j'ai pris l'ananas parce que c'était en conserve. Donc, comme ça m'a fait gagner du temps, mais je n'ai pas fait la marche en avant des végétaux. Et voilà, il faut du coup savoir avoir un minimum de base. Un ragoût, on sait que c'est quoi, mes élèves? Ou les élèves d'Adonis? Tous ensemble, hein? Mais personne ne veut dire. Mais si un ragoût, la base, c'est qu'on va singer avec de la farine et on rajoute du vin. Alors, pas forcément, il n'y a pas forcément, parce que le poulet basquez, on a mis du vin aussi. Il y a un roux. Voilà, c'est... Oui, effectivement. Mais Donc, on il y a de singe avec la donc farine. c'est un roux, effectivement. Et après, souvent, c'est des morceaux, souvent. Et sauté plus braisé plus roux. Oui, oui, voilà. On peut le faire avec de la viande ou juste avec des légumes, comme la dernière fois. Un ragoût de carottes. Tout à fait, tout à fait. Le but du ragoût, en fait, c'est qu'il y ait de la farine et donc ça va lier une sauce. Après qu'il y ait du vin ou de l'eau, il y aura toujours une sauce, mais ce sera une sauce à la différence, par exemple, d'un poulet basquez où il n'y a pas de farine. Ce sera une sauce qui aura un peu plus de matière en bouche, qui sera un peu plus compacte, si je puis dire, mais c'est pas compact, ça va pas être de la farine. Donc voilà. On sent un petit peu l'onctuosité de la farine, quoi. Enfin, c'est onctueux. Oui, ça amorte un liant, tout à fait. C'est un liant, tout à fait. Consistance plus épaisse, tout à fait, Carrie. Quelqu'un qui dit « Ma solution fut les fiches pour regrouper les recettes selon les techniques et en ajoutant les grammages, les ingrédients de base pour les comparer, surtout s'entraîner régulièrement. » Oui, effectivement, tout à fait. Pourquoi j'étais partie là-dessus? Je ne m'en rappelle plus. Ce n'est pas grave. On va passer à la suite. J'espère que je ne me suis pas coupée en plein milieu d'une information. Un roux, non? C'était par rapport au potage. On voyait par rapport au potage et les différentes façons de cuisson. Là, c'est une cuisson longue. On peut voir aussi avec l'autocuiseur. Du coup, on était parti sur les cuissons longues. Ah ouais? Ok. Bon. Donc, on revient sur le potage. Merci. Le potage. Donc là, vous avez deux types de potage. Donc, tous les deux, ce sont normalement des potages Saint-Germain. Celui-là, c'est quand même l'air plus liquide quand même. Donc, soit il y a trop d'eau, soit il y a eu des légumes verts qui ont été ajoutés. Je ne me rappelle plus. Vous voyez que le potage Saint-Germain est vert, hein, forcément, puisque les pois cassés, c'est vert. Et ensuite, souvent, ce qui est intéressant, c'est de mettre un petit peu de crème fraîche. Donc, soit on met des petites gouttes qui peuvent être jolies, soit on fait un petit tourbillon. Et après, effectivement, on met toujours un petit peu de persil. Voilà. Ce qui est bien, là, vous voyez, ça fait un petit tourbillon. C'est pas trop mal. Là, le problème, c'est que la crème fraîche a été posée un peu trop grossièrement et ça ne met pas trop en valeur. Et le persil est un peu noyé à moitié dans la crème fraîche, donc n'est pas non plus beaucoup mis en valeur. Donc, voilà, mais voilà, c'est important de rajouter du contraste dans votre assiette. Donc, c'est bien de contraster avec ce vert et donc de rajouter un peu de crème fraîche et de rajouter un vert qui sera peut-être plus puissant avec le persil. Donc, voilà, donc ça, c'était le potage. Ensuite, je vais peut-être recentrer sur certaines recettes qui seront peut-être plus pertinentes pour qu'on finisse et que je présente le prochain aussi. Alors, attendez, je regarde juste qu'est-ce que j'ai donné pour la semaine 13. Donc, après, il y a eu un potage Crécy, effectivement. Donc, potage Crécy, c'est un potage à base, donc là, pareil, ça ne vous sera pas précisé. Potage Crécy, c'est à base de carottes. Donc, ça, on ne vous dira pas potage Crécy, entre parenthèses, carottes. Vous devez le savoir.
Effectivement, là, pareil, c'est pareil. On est sur un potage, donc il faut que la carotte, ça cuit longtemps quand même. Donc, plus vous coupez finement vos carottes, pas trop finement, parce que sinon, les hélices du mixeur, si c'est trop petit, ça va pas bien se mixer. Donc, il faut faire des rondelles, on va dire, mais assez fines. Comme ça, au moins, c'est plus pratique et ça se diffuse mieux au niveau des saveurs. Donc, vous faites ça pour les potages. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire sur le potage Crécy? Bon, après, c'est un potage assez classique, c'est juste des carottes. Ensuite, je regarde juste s'il y avait des photos qui étaient intéressantes à vous montrer pour une différence de potage. Non, pas très. Enfin, ça va pas très. On a déjà vu un potage. Ensuite, il y a le pain de poisson. Le pain de poisson, ça tombe souvent et pareil, c'est hyper intéressant pour les enfants pour leur faire manger du poisson. C'est-à-dire qu'on le cache, le poisson est cuit. Et ensuite, il est émietté dans une préparation type préparation à base, une préparation de pain, donc à base de farine, d'œufs, ou alors sinon il y a plusieurs versions, une version avec du pain de mie, une version avec un roux, enfin une béchamel. Voilà, mais la cuisson la plus rapide, c'est en format pain avec farine, œufs, lait enfin, pas lait, et poisson. Donc ça, le pain de poisson, c'est assez intéressant, ça tombe souvent quand même, et ça tombe avec le coulis de tomate. Le coulis de tomate, c'est quand même la base à savoir faire. Pour ma part, je préfère visuellement, après il y a des profs qui sont différents, puisque j'ai eu des retours à ce niveau-là. Le coulis de tomate, moi je préfère quand soit vous coupez très finement les oignons, soit sinon vous le mixez. Parce qu'effectivement, tomber sur un gros morceau d'oignon lorsqu'on mange, c'est quand même pas très agréable. Oui, Audrey, oui, elle pourra regarder puisque la vidéo est enregistrée, donc je pense que ce sera après mis sur YouTube. Donc Asmae pourra voir la vidéo. Ensuite, le pain de poisson. Ensuite, le biscuit roulé à la confiture. Ça aussi, ça tombe souvent. Et ensuite, vous l'avez aussi pour la pathologie sans gluten, donc avec de la maïzena. Un biscuit roulé, c'est de l'œuf, de la farine, du sucre. C'est jaune d'œuf plus sucre plus farine auquel on ajoute le blanc d'œuf. Et ensuite, après, beaucoup de gens ont déjà fait le biscuit roulé. Vous mettez souvent, le classique qu'on fait à des enfants, c'est avec du Nutella et puis on le roule et ça fait un biscuit roulé. Enfin, c'est la bûche de base, on va dire, par exemple aussi. Donc là, souvent, c'est fait avec de la confiture et avec la maïzena. Ça, vous apprendrez ça en deuxième année. Ce qui est important, c'est que ça cuit pas beaucoup de temps le biscuit roulé, c'est 8-10 minutes, 10 minutes, pas plus. Il faut qu'en fait, vous vous rendiez compte que sur les bords, ça commence à colorer. Si le milieu n'est pas hyper cuit, c'est pas très grave. Mais pas plus de 10-12 minutes, parce qu'après, effectivement, si c'est trop sec, s'il a trop cuit, vous n'arriverez pas à le rouler. Quand vous allez le rouler, il va se fissurer un petit peu de partout. Et donc là, ça va jouer sur votre présentation. Si il y en a qui ont fait l'entraînement, parce que je pense qu'il y en a même qu'il y en a, en plus de, bon, je vois mes élèves, mais parce que je les connais, il y en a d'autres que je ne connais pas. Si vous avez des questions sur les préparations, n'hésitez pas à me couper pour me dire quelque chose a été compliqué pour vous, vous ne comprenez pas la technique pour que je puisse vous l'expliquer peut-être plus avec mes mots. S'il y a certaines choses qui ont été difficiles pour vous. Non, personne? Moi, j'ai pas forcément de questions sur la technique, mais par contre, la différence des fours. Parce que à l'examen, du coup, on est sur un four qu'on ne connaît pas. Et du coup, on s'organise comment? On met moins sans cuisson, quitte à rajouter un peu ou parce que bon, si on est pris dans une autre préparation en même temps qu'une cuisson, par exemple, au four, mais le fait de gérer les deux en même temps, c'est compliqué, quoi. Et ouais, mais ça, ça effectivement, il faut vous habituer. Après, j'ai jamais vu de four, par exemple, je sais pas, un biscuit roulé chez qui ça a cuit en 2 minutes et un autre four où ça a cuit en 20 minutes. On vous donne Oui, quand même des fourchettes qui font que c'est mieux de vous baser sur le minimum, de vous dire, OK, dans 8 minutes, je regarde mon four, comme ça, je vérifie bien. Et si je vois que c'est bon, voilà. Après, seule préparation où il ne faut surtout pas ouvrir le four, c'est quand il y a de la pâte à choux. Donc ça, par oui, contre, on ouvre oui, ça surtout fait pas. baisser.
Ok. Et Effectivement. par contre, le four, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, il n'y a pas que ça, il y a les plaques de cuisson aussi. Moi, par exemple, je suis sur des plaques électriques. Non, attends. Il y a vitrocéramique, gaz et Induction. induction. Voilà, moi, je suis sur de l'induction et du coup, ça a tendance à aller plus vite que Tout à sur de fait. la vitrocéramique ou autre. Et du coup, ça, je pense que ça va être difficile à gérer pour moi lors de l'épreuve. Mais après, vous êtes à distance? Ouais. Ah oui. Effectivement, après, nous, nos élèves, ils sont, enfin, en tout cas à Montpellier, ils sont sur de l'électrique, ils trouvent ça très lent et ils disent que chez eux, c'est hyper rapide parce qu'ils sont de l'induction, ce que je comprends. Mais effectivement, il y a toujours, c'est vrai que c'est une épreuve où en fait, on doit aussi s'adapter à son environnement, pas comme les épreuves où c'est écrit et en gros, on est juste avec nos stylos et donc c'est notre matériel. Là, il faut aussi s'adapter au matériel. Je comprends que ça peut être compliqué. Après, si dans votre entourage, de temps en temps, vous pouvez aller cuisiner chez des personnes, je ne sais pas si c'est possible, hein, mais pour vous adapter, pour vous rendre compte que voilà, des cuissons peuvent être complètement différentes, mais il faut vraiment en fait regardez bien votre cuisson, vous rendre compte des choses et c'est vrai Mm. être alerte. C'est vrai que moi mes élèves à des moments je le sens, je dis il y a quelque chose qui crame mais ils se rendent pas compte, ils sont tellement dans leur truc vite, il faut que je dresse ça et en fait ben laissez tomber les pommes de terre qui étaient à la vapeur, elles sont complètement cramées donc, donc ça marche pas. Il faut vraiment arriver à se concentrer et à être en même temps à avancer. Il y a plusieurs choses à gérer et je sais que ça c'est compliqué en cuisine. Mais Mm. vous avez 2 ans pour arriver à attraper le rythme, quoi. Alors, on me demande si des minuteurs sont fournis lors des épreuves. Il y a des centres d'examen qui sont complètement différents. Donc ça, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas selon où vous êtes. Nous pouvons tous vous envoyer les photos des plans en photo. Ah oui, alors les plans en photo, ne m'envoyez pas ce que vous mangez ce soir, hein, si ce n'est pas au programme. Mais oui, vous pouvez m'envoyer les photos des plats qu'il y a dans la semaine de révision. Tout à fait. Normalement, c'est toujours avant 16 heures pour que j'ai le temps de les poster, puisque ça me prend quand même beaucoup de temps de faire le montage des vidéos. Cette semaine, j'ai fait la mayonnaise, elle présentait bien, mais elle n'était pas très bonne. Ah oui, alors ça, par contre, du coup, je ne peux pas goûter, je peux juste voir. Je ne sais pas à quoi c'était dû, j'avais dû utiliser un peu d'œuf frais, de la moutarde à l'ancienne, du vinaigre balsamique. Alors, c'est quand même éviter du vinaigre balsamique, parce que c'est assez fort, le vinaigre balsamique. On est plus sur du vinaigre de cidre, ou qu'est-ce que je vous ai mis, mes élèves ont fait quoi souvent? Avec quel vinaigre? Vinaigre de noix, moi, j'utilise. Ouais, non, nous, on fait pas avec du vinaigre de vin. Ouais, voilà. Ou sinon, nous, on fait Ah avec du oui. vinaigre de vin. Parce que ne commencez pas à partir dans des choses où vous n'aurez pas de vinaigre de noix le jour J. On est, on se calme au niveau des dépenses quand même, quand il y en a pour beaucoup d'élèves. Je vous rassure, l'académie se calme. Et de l'huile de colza. Alors oui, effectivement, peut-être si vous n'avez pas mis assez de sel, effectivement, il faut quand même rehausser un petit peu au niveau du goût. Je rappelle que le sel est à mettre au début de la préparation. Si vous le mettez à la fin, il y aura plein de petits points blancs sur votre mayonnaise. Donc, c'est à mettre au début. Donc, effectivement, c'est bien de savoir déjà doser un petit peu le sel pour ne pas en mettre trop ou pas assez. Et sinon, bah, ma seule explication serait peut-être le vinaigre balsamique, Cécile, qui aurait peut-être donné un goût un petit peu trop fort à votre mayonnaise et qui aurait donné ce goût désagréable. L'huile de colza n'est pas une huile avec un goût neutre, c'est peut-être ça. Si, l'huile de colza, c'est un goût neutre, comme l'huile de tournesol. Enfin, c'est pas un goût très très fort, c'est à la différence de l'huile d'olive, donc non, c'est pas dérangeant. Oui, vous pouvez aussi utiliser du citron plutôt que du vinaigre, tout est possible. Il faut juste qu'il y ait de l'acidité, donc ça marche. Par rapport au minuteur, je sais que j'étais allée à l'établissement de Toulouse faire une semaine en immersion et Ouais. il n'y avait pas de minuteur pour la réponse. Ça dépend des écoles, bien sûr, mais par exemple, à Toulouse, il n'y avait pas de minuteur et il fallait qu'on fasse avec les aiguilles de l'horloge et donc qu'on soit vachement alerte sur ça. Mais vous êtes à Toulouse, à Denis, vous me parlez? Oui, 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 mais c'est pas un centre d'examen, à Denis-Toulouse. ah oui, non, c'est vrai. Voilà. C'est juste que nous non plus, mes élèves, il y a une horloge et il n'y a pas de minuteur. Après, moi, je dis toujours que mes élèves, je leur ai dit que vous pouvez toujours prendre un petit minuteur avec vous et demander le jour J au jury. Dites, j'ai amené mon minuteur, est-ce que j'ai le droit? Et vous diront oui, non, ça peut varier du jury. Et
la majorité du temps, je pense qu'ils vous laisseront votre minuteur, ça, il n'y a pas de souci. Après, ça reste quand même assez désagréable quand vous êtes en cuisine concentrée et qu'il y a des minuteurs qui font du bruit partout quand même. Je pense que pour penser aux autres, moi, si j'étais en cuisine et qu'il y avait un minuteur qui sonnait toutes les 2-3 minutes, ça m'agacerait un petit peu parce qu'il faut quand même penser à la concentration de tous. Donc, si vous pouvez, je préfère quand même qu'il y ait vous prenez une montre et à la limite, vous demandez si vous pouvez la scotcher, comme ça, vous ne la touchez pas du tout, il n'y a pas de problème au niveau de l'hygiène. Je trouve que c'est mieux. J'ai remarqué que selon les œufs que j'utilise, ma mayonnaise peut avoir un goût différent. Je préfère utiliser les œufs bio, le goût est vraiment différent. Oui, bah ça, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez utiliser l'œuf que vous voulez. Ah, bah, après, le jour J, on ne vous donnera pas d'œuf bio. Ça non plus, je vous préviens. Pour les étudiants à distance, pourriez-vous nous expliquer la mise en place de l'épreuve tenue matérielle? Ouais, ok. Donc, après, on refera d'autres sessions parce que si vous avez beaucoup de questions comme ça, là, on avait beaucoup de programmes à voir. Donc, je m'arrête sur ce programme pour répondre à vos questions et on repartira. Et à partir de demain, vous recevrez, du coup, je voulais vous présenter le programme qu'il y aura, mais du coup, vous le recevrez par mail. Et la semaine prochaine, jeudi prochain, on refera à nouveau un échange où je reprendrai là où je me suis arrêtée. Parce que là, dans le programme, je crois que je me suis arrêtée au biscuit roulé, donc au 15 avril. Donc, on n'a pas trop. Il nous reste encore 2 semaines à voir ensemble. Mais c'est pas grave, pas de souci. Donc, au niveau de la tenue du matériel, vous devez avoir. Eh bien, est-ce que au niveau de la tenue, un des élèves veut dire de quoi est composée la tenue ou pas? Alors, je vais peut-être pas tout, mais un tablier. Ouais. Je suis pas sûre pour la On va Charlotte, partir du bas mais vers le haut, comme ça peut-être ça aidera. Comme ça, on est bien sûr. ok. Ah oui, il faut un pantalon propre Plus bas encore. avec des chaussures blanches, basket propre blanche. Pas basket, surtout pas basket. Non, chaussures de sécurité. Attention, c'est une Ah question oui, de chaussures de sécurité. Une sécurité. basket, ça vous broie l'orteil. Donc, chaussures de Oui, sécurité. Il y en a qui l'écrivent, effectivement. Chaussures de sécurité. Ensuite, pantalon, vous l'avez dit. voilà. Effectivement, on est plus sur du blanc. Hein. On essaye au maximum. Le Oui. tablier aussi, vous l'avez dit. Et après, au-dessus, certains l'ont écrit, Charlotte. la blouse. Et Ah après, oui. la Charlotte. Je préfère la Charlotte à la toque, d'accord? Parce que la toque, même si on a les cheveux attachés, la toque va venir là, mais il peut y avoir des cheveux. Donc, c'est quand même préférable de mettre une Charlotte. Charlotte, ouais, ok. Il faut en coton, pas de leggings qui peuvent brûler. Oui, bah ça, de toute manière, c'est un pantalon. Vous devez aller dans un. Enfin, à Montpellier, on a un truc pro, mais il faut aller dans des magasins pro ou commander bien sur Internet. Tout doit être en coton, bien évidemment. On devait prendre un pantalon de cuisine, pas un pantalon blanc comme vous allez à la plage, par contre. Oui, il faut blouse plus tablier, tout à fait. Et puis en plus, le tablier peut vous permettre de tenir vos torchons. C'est quoi le Et magasin à Montpellier? Escasut, Floriane. Quoi? Ah, c'est quoi le magasin à Montpellier? Ah, c'est le nom, d'accord, pardon, j'ai pas compris. Oui, Escasut? Ok, ouais, d'accord. c'est écrit dans la conversation. Ensuite, faites attention, il faudra bien vérifier au niveau de vos centres d'examen. Il y a des centres d'examen où il y a besoin de torchons. Il y en a qui ne veulent pas de torchons et c'est que du papier à usage unique, appelé plus communément sopalin. Donc, prévoyez-en pas mal. Et aussi, normalement, il faut prévoir des maniques Ah oui, ça mince, j'ai perdu mon idée. c'est- Manique et... Ah oui, Manique. et balance. Oui, manique, balance, tout à fait. Ça, c'est au niveau du matériel. Vous devez avoir un masque si jamais vous êtes malade ce jour-là. Des gants à usage unique, prévoir plusieurs paires, puisqu'effectivement, si vous avez plusieurs manipulations à faire. Charlotte, ça. Un stylo indélébile pour écrire et Les un dates. papier film pour tout filmer et le stylo indélébile pour écrire vos noms de préparation et vos initiales. Ça, vous avez fait une fiche à mes élèves que je me rappelle. Calculatrice, bon, ça souvent elle est donnée. Tablier blanc samanique, 2 torchons, papier film. Ouais, Tupperware, c'est que quand on est en TP pour récupérer ses préparations. Faut-il que les chaussures soient blanches? Si elles sont noires, prend-on des points? Non, 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 vous n'allez pas perdre des points. L'important, c'est qu'elles soient de sécurité. Vos chaussures, qu'elles soient blanches, non. On s'en fiche. Nous, on ne savait pas qu'il fallait un tablier en plus. Si, c'est préférable quand même, un tablier. Si, si.
Quand j'ai acheté ma tenue, personne nous a dit qu'il fallait prendre du blanc. Et évidemment, le chef de Restoko m'a dit prends du noir, c'est moins salissant. Bon, enfin, ça dépend quand même, moins salissant. Je ne sais pas si on peut dire ça. Je peux être sanctionnée. Appeler, on ne sait jamais parce que je ne suis pas sûre. Ah, il y a quelqu'un qui nous montre les critères d'évaluation sur le livre Activités technologiques d'alimentation. Il y a quelqu'un qui nous montre vous avez des critères évalués à l'examen. Donc, sûrement qu'il y a la tenue, tout ça décrit dedans, puisqu'on nous le montre. Donc, ça, c'est pour les élèves qui peuvent aller sur leur espace interactif hygiène corporelle et vestimentaire. Voilà, il y a tout qui est écrit. Bon, après, c'est quand même plus facile. Je comprends que ce soit plus agréable d'en parler avec moi plutôt que de lire un document, mais c'est cool qu'effectivement, il y ait ce document si vous voulez aller voir. Manique en caoutchouc, alors pas en caoutchouc, mais en silicone, oui, c'est mieux parce que c'est plus lavable. Mais en tissu, souvent, le problème, c'est que si vous trempez dans la sauce tomate, bon, normalement, vos maniques ne doivent pas toucher la préparation, mais des fois, ça arrive, surtout au début, et après, ça fait salissant. Donc, je trouve que la manique, si vous la salissez pendant le TP le jour J, vous pourrez bien la laver. Donc, je pense que c'est mieux. Il est possible que je vous demande d'apporter du matériel perso, genre couteau de cuisine, Maryse, en silicone. Ça peut dépendre. Vous pouvez demander, mais ce n'est pas sûr que ça vous soit accepté parce que ça voudrait dire qu'il y a une différence entre si vous amenez des couteaux en céramique, pourquoi vous aurez un super couteau et les autres vont faire avec le matériel qu'ils ont. Donc, ça veut dire qu'il n'y aurait pas une égalité à ce niveau-là. Combien y a-t-il de matière pour le BTS? La cuisine, c'est ce qu'il faut maîtriser de mieux. Ça, ouais, voilà, il faut tout maîtriser, ça c'est sûr. Et effectivement, tout ce qui est études de cas et cuisine, c'est une matière qui est réunie dans une seule unité, c'est COEF 5. Ah ben il y a Corinne qui est revenue, donc elle va vous répondre par rapport aux questions. Juste, je vous dis comme ça, parce qu'on m'a dit quand même pour prévoir les courses, donc je vous le dis dès maintenant, peut-être le programme, et après je laisse la place à Corinne. Je vous dis le programme pour la semaine prochaine, et vous le recevrez par mail demain de la part de Camille. Donc lundi, il y a purée de pommes de terre. Ensuite, mardi, c'est crêpes fourrées. J'ai mis confiture ou chocolat ou autre, ça vous faites comme vous voulez. Mercredi, une salade composée avec un féculent, une protéine et des légumes. Vous êtes libre là-dedans. Jeudi, julienne de légumes. Je veux 2 légumes différents. La julienne, c'est bien la taille des légumes qui est importante, mais ça, vous avez dans le livre, je vous ai mis la référence. Et ensuite, des œufs à la neige pour vendredi. Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Je pense qu'on refera ça, c'est même quasiment sûr que ce sera la semaine prochaine pour la même heure. Donc voilà, donc n'hésitez pas à noter vos questions, à les mettre en attente. Et la semaine prochaine, on se retrouve et vous me reposez vos questions. Et on reverra un petit peu le programme, ce qui s'est passé, ce qu'on a fait. Donc, je laisse la place à Corinne. Et vraiment, merci à tous d'être venus. C'était vraiment super. Et j'espère vous retrouver la semaine prochaine.